Madame, Monsieur, nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau pour recevoir un invité familier. Il s'agit de Pierre Kachadile Boukassa, qui est devenu depuis quelques jours ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Cameroun. C'est un invité que nous avons déjà eu à recevoir sous d'autres titres. Et donc nous sommes très heureux de recevoir son Excellence, Monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire de la RDC au Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation et félicitations. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Encore merci. Voilà. Alors, nous allons parler avec vous sur un thème d'actualité, la diplomatie, en temps de guerre, parce que notre pays, la République démocratique du Congo, est, on va le dire, agressé par le Rwanda sous couvert du M23. Et le chef de l'État a levé l'option d'y aller par la diplomatie. Et ce que ne comprend pas les communs des mortels qui auraient voulu qu'on sorte quand même des biceps pour pouvoir affronter le M23 et en arrière-plan le Rwanda. C'est un peu autour de cela que faut-il entre la diplomatie. Est-ce qu'on peut faire la diplomatie et faire la guerre, ou les deux à la fois? Alors, je voudrais déjà d'entrée des jeux vous donner quand même la parole pour que vous puissiez, dans le cadre de votre nomination ou de votre élévation, dire quand même un message. Oui, monsieur le journaliste, merci. Bon, d'ailleurs, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que vous me passiez un petit flambeau pour que je puisse m'exprimer à ce sujet-là. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai été nommé par le chef de l'État le 22 du mois passé, du mois de février, comme ambassadeur extraordinaire et plénipot de la RDC au Cameroun. Alors pour ce faire, je ne peux tarir d'éloge à ceux-là ou à celui-là qui a voulu que ce soit ainsi. C'est pourquoi je remercie beaucoup du fond de mon cœur le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir voulu m'envoyer là-bas, avoir voulu signer l'ordonnance qui atteste de cette réalité. Je lui dis merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président de la République. En tant que diplomate de carrière, je sais de quoi je parle. Et je ne l'oublierai pas, mon ministre, mon VPM, Lutunula Apala Christophe, qui est notre patron, qui est le patron de la diplomatie congolaise, qui est le numéro 1, l'autorité politico-administrative numéro 1 du ministère des Affaires étrangères. Je lui dis merci, 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 encore merci, monsieur le ministre, pour avoir convaincu le chef de l'État à prendre son stylo et puis à signer l'ordonnance. Il serait malvenu que j'oublie la personne qui avait fait que je me retrouve aux affaires étrangères après 15 ans de poste diplomatique au Gabon. Je cite la ministre d'État, Madame Marie Toumanzeza, qui est allée me prendre de là où j'étais pour m'emmener à la visibilité, qui a permis que ces choses-là se réalisent. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. Et pour finir, je ne pourrai jamais oublier mon épouse, ma femme, Solange Abou Kibungwa Bompanga, qui est à mes côtés, qui me conseille, qui supporte mes caprices, et qui me fait de la bouffe, qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Je dis merci, merci Solange. Et je n'oublierai pas mes enfants, mes garçons et mes filles, disséminés par le monde. Il y en a qui sont en France, d'autres en Angleterre, au Maroc. Tous mes enfants, je vous dis également merci pour le soutien. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma nomination. Voilà, le monde des diplomates, c'est un monde feutré, un monde des protocoles, où on respecte les protocoles. Voilà pourquoi on a peut-être commencé par ces côtés un peu protocolaires pour rester dans les tons. Mais qu'à cela ne tienne,
la réalité que nous vivons au pays est très préoccupante en ce qui concerne principalement la question de la sécurité dans l'est du pays. Et cette question est doublée aujourd'hui d'un aspect diplomatique important dans la mesure où pendant que ça guerroie, il y a comment dire, un front diplomatique ouvert par le chef de l'État, accompagné, j'imagine, du ministre des Affaires étrangères. Mais depuis que cette guerre a commencé, d'aucuns commencent à s'impatienter. Est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de pouvoir faire de la diplomatie pendant que les gens meurent? Les Congolais meurent de suite de cette guerre. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que, bon, pour les non-initiés, ils diront que ce n'est pas possible. Entre la diplomatie et la non-diplomatie, si je peux qualifier ça ainsi, il n'y a jamais de rupture. La diplomatie existe avant les hostilités, pendant les hostilités et voire après les hostilités. Je vais vous démontrer ça à travers le droit international. Vous savez, dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, des souverains s'étaient entendus de nouer des relations diplomatiques. Des relations, tout court d'abord, pour que ces relations deviennent plus tard des relations diplomatiques. Ils se sont entendus, et c'est de là où est née la notion d'immunité et les privilèges de ces gens-là qui devaient amener des informations d'un souverain à un autre. Alors, le monde s'est arrangé pour que, même pendant la guerre, on puisse faire de la diplomatie. Vous savez, lorsqu'on parle de la trêve, on l'obtient comment? Les gens ne sont pas simplement des militaires, ce sont des civils et les militaires qui se réunissent quelque part pour s'entendre avec les autres belligérants. Il y a la trêve, il y a par exemple les cessez-le-feu, il y a ce qu'on appelle le traité de paix, il y a l'armistice, il y a tout ça. Donc il y a plein de trucs qui font que, à un moment donné, le droit s'est organisé de telle façon que la diplomatie puisse exister à tout moment. Et lorsque les militaires sont au front, les politiciens sont en train de discuter. Vous voyez, donc on ne peut pas dire qu'il y a rupture. Lorsqu'on est sur le champ de bataille, on cesse avec la diplomatie. La diplomatie, c'est on négocie. On négocie. Même les gens qui perdent la guerre négocient. Ce n'est pas de la faiblesse négocier alors que, j'allais dire, en position de faiblesse, bon, ça reste à démontrer. Vouloir négocier alors qu'on pouvait simplement faire la guerre. Non. Lorsqu'on négocie, c'est parce qu'on n'est pas seul au monde. Hein? Les gens qui sont en guerre sont dans un monde qui est organisé autour, par exemple, des Nations Unies, autour des organisations internationales sous-régionales, régionales et tout ça. Et dans ces organisations, les États ont souscrit, ont adhéré. Il y a des règles, lorsque les gens sont en conflit, des règles qui sont prévues. C'est-à-dire qu'il y a des structures d'arbitrage en temps de conflit, il y a des facilitations qui sont faites, il y a des émissaires qui quittent un coin à un autre pour amener celui qui a tort, par exemple, de comprendre que la guerre ne vaut pas la peine, ou celui qui est très fort, de diminuer sa puissance de feu, par exemple, parce qu'il y a tellement de dégâts collatéraux, ou par exemple, celui qui est faible d'accepter de baisser les bras. C'est la diplomatie. Ce sont des choses qui se font en dehors du front. C'est là où on voit l'émergence de la diplomatie et de ce qu'on appelle les affaires étrangères. Un jour, on voit le chef de l'État, les ministres des Affaires étrangères à Nairobi, un autre à Addis Abeba, un autre à Luanda, à Washington. On se perd un peu, on se demande bien, mais qu'est-ce qu'ils font pendant que les Congolais meurent? C'est normal. Nous sommes membres de certaines organisations internationales. Et les deux pays qui peuvent être en belligérance sont membres de ces organisations. C'est pourquoi il y a ce genre de mouvement qu'on appelle itinérance diplomatique. Il faudrait que chaque pays fasse entendre sa voix.
étant donné que les frontières ne vont pas être déplacées, nous serons toujours des voisins, il faut penser au lendemain. Parce que la diplomatie est avant le conflit, pendant le conflit et après le conflit. Il faut que la RDC aille faire entendre sa voix. Surtout, une voix qui a été étouffée longtemps, peut-être par notre propre faute, liée à l'instabilité politique qui a caractérisé les années 90 jusqu'à dans les années 2000, la RDC était absente pour des raisons diverses. Et cette instabilité a amené à ce que nous ne puissions plus nous exprimer dans les concerts des nations. Et puis cela est dû au fait qu'en 1994, toujours la même communauté. Si nous étions si libres, nous allions refuser d'ouvrir les frontières après le génocide rwandais de 1994. Mais là aussi, c'était la diplomatie qui est entrée en danse, parce que c'est des États qui ont enjoint un autre État. Bien sûr. La France, en l'occurrence. Bien sûr, parce que... Et les Nations Unies, cette fois-là, le secrétaire général des Nations Unies. Voilà, c'est toujours au nom de cette diplomatie-là, liée à ce qu'on appelle la multilatérale. Parce qu'il y a deux formes de diplomatie. Bilatérale, c'est-à-dire entre deux États, multilatérale au sein des organisations internationales. Et comme nous sommes membres, on nous demande, c'était pratiquement sous un aspect humanitaire, on nous a demandé d'ouvrir les frontières pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de morts. Mais malheureusement, cette solution n'a apporté que malheur jusqu'à aujourd'hui. Ces gens sont entrés chez nous avec armes au poing, avec véhicules de déplacement, avec peut-être des anciens génocidaires qui sont entrés chez nous. Et ce qui a donné aussi des prétextes aux autres poursuivants qui venaient les poursuivre d'entrer chez nous aussi et de s'y installer jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, alors, dites-nous, lorsque dans cette guerre diplomatique, même si ça paraît un peu contradictoire, parce qu'en diplomatie, il n'y a pas de guerre, quelle est la position du ministre des Affaires étrangères aux côtés du chef de l'État qui fait quoi finalement? Le ministre des Affaires étrangères, c'est un grand monsieur. Un grand. C'est pourquoi on l'appelle le chef de la diplomatie d'un pays. Il est à la tête d'un département, c'est-à-dire au sein du gouvernement, il est à la tête d'un département ministériel qu'on appelle Affaires étrangères. Ailleurs, c'est Affaires étrangères et commerce extérieur, Affaires étrangères et coopération internationale. Ça dépend de l'intitulé qu'on donne à ce ministère. Mais c'est lui le bras du chef de l'État de ce côté-là, du côté de la diplomatie. Vous allez remarquer, monsieur le journaliste, que c'est pendant des moments comme celui-ci, pendant la guerre, qu'il y a émergence des grands ministres des Affaires étrangères. Je peux vous citer Van Ribbentrop, c'est lui qui était le ministre d'Adolf Hitler. Vous allez voir des gens comme des Gromyko en Union soviétique. Vous allez voir des Churchill. Vous allez voir Winston Churchill en Angleterre. Vous allez voir des ministres comme Tariq Aziz en Iran. Il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Vous allez voir, le ministre des Affaires étrangères va se donner une forme de visibilité qui, si lui-même, ce ministre, est conscient de cette affaire-là, comme c'est le cas maintenant, je peux le dire, vous allez voir le VPM, Lutundula est monté au créneau. Il est un peu, on le voit dans presque beaucoup de forums. Et le chef de l'État lui-même a été le tout premier à dénoncer, à citer le nom du Rwanda au cours d'une session de l'ONU. Il n'a pas lésiné sur le moyen pour dire que c'est le Rwanda qui nous attaque. Alors pour revenir au ministre des Affaires étrangères, j'ai fait un petit calcul depuis 2021 jusqu'à maintenant, donc au mois d'avril à peu près, il a fait plus de 20 sorties. Alors des sorties de haute portée diplomatique. On l'a vu à l'ONU. Entre autres. Par exemple, on l'a vu au Conseil de sécurité de l'ONU, je crois à 2 reprises, où il a excellé dans l'explication des causes
et dans le désidérata que nous pouvons considérer comme désidérata de notre pays par rapport à cette guerre injuste, par rapport à cette agression. On a vu le ministre, le VPM, Lutundula, au Conseil de sécurité de l'Union africaine, où il a, et de sécurité de paix de l'Union africaine, où il a expliqué en long et en large. On l'a vu dernièrement au briefing, même ici chez nous, au briefing qu'organise le ministère de la Communication et Médias et tout ça. On a vu comment il explique avec maestria ce qui se passe avec nos voisins rwandais. Il a fait beaucoup de sorties. Le VPM fait des sorties médiatiques au-delà de nos frontières, où il explique, il est là à expliquer. Il a obtenu, ou nous avons, la RDC a obtenu, de par la conjonction des efforts du chef de l'État et du ministre des Affaires étrangères, nous avons par exemple obtenu la levée de l'embargo. Les gens croient que c'est une mince affaire. Sur les armes. Oui, sur les armes. La RDC n'avait pas le droit d'acheter les armes. Vous vous rendez compte? Et il y avait un régime d'information ou de présentation de ce que nous achetons. On devait dire nous avons acheté à qui, et voilà ce que nous avons acheté, et pardon, permettez-nous d'utiliser ce que nous avons acheté. Mais c'est grave. Mais j'espère que vous allez veiller, qu'il va veiller aussi à ce que ne se développe pas trop sur le plan international. Ces discours-là qui soutiennent que la RDC achète les armes pour les donner aux FDLR et autres groupes armés, parce qu'on entend beaucoup plus ces discours-là, et il y a même des officiels qui le tiennent. Oui, ça c'est la campagne des voisins. C'est leur campagne. D'abord, vous savez, je crois que le monde a commencé à comprendre. Vous savez, si pendant 20 ans, on a fait la sourde oreille par rapport aux millions de morts du côté congolais, c'est à cause d'un discours. C'est-à-dire qu'il y a un fonds de commerce. C'est-à-dire que génocide, génocide, comme si le génocide ne pouvait que se voir d'un seul côté. Hein? Par exemple, par rapport au Rwanda, ils disent 800 000 à 1 million de tués. Mais chez nous, c'est des millions, des millions. Peut-être que nous ne vendons pas bien, justement. Justement, ça peut être vrai que la diplomatie avait failli il y a 20 ans de cela, mais nous sommes plus nombreux à être tués par qui? Si vous croyez que vous êtes les seuls à parler de ce qui vous arrive en mal et penser que les autres ne peuvent pas parler de la même manière, vous vous trompez. Chez les Mongs, on dit Bawa manto bawa olio. Les Mongs disent ça. Ils disent que ceux qui donnent la mort meurent aussi. Vous voyez, le Congolais est un être très hospitalier, à la limite de la naïveté. Ah oui, c'est bien dit ça. Oui, oui. C'est-à-dire que nous sommes tellement... Nous aimons les étrangers. Il faut voir comment on protège les étrangers ici. Moi, je me rappelle à un moment donné, lorsque la police cherchait les étrangers qui n'étaient pas en règle. Mais ce sont les Congolais qui cachaient ces étrangers-là chez eux, dans la maison. Il n'y avait pas la carte de ce jour. Je me rappelle, il y a longtemps, hein, ici à la zone de Kinshasa. Ce qui peut difficilement arriver à l'étranger. Dans d'autres pays, non. Oui. Les autochtones les nationaux vont vous livrer. Ils vont dire aux policiers, ah, il y a un qui est ici. Mais nous, on aime tellement les étrangers, voilà ce qui arrive. Alors, pour dire que cette histoire de nous donnons FDLR, mon cher journaliste, l'FDLR date depuis 1994. C'est-à-dire presque 20 ans, oui. Quelque chose comme ça. On les a, soi-disant, chassés du Rwanda. Ils sont venus, soi-disant, au Congo. Le Rwanda, l'armée rwandaise est entrée à plus d'une fois au Congo pour mettre de l'ordre et exterminer tous ces FDLR. L'armée rwandaise est rentrée, mais la partie rwandaise continue à parler toujours. Et l'armée rwandaise a mené des opérations voilà. avec les FARDC. Voilà, pour éradiquer les FDLR. Et ces FDLR-là existent toujours. Faisons un petit calcul. Un FDLR qui avait 30 ans en 1994, à quel âge aujourd'hui? 50 ans. Un gars de 50 ans doit être fatigué. Si c'est un combattant, il doit être fatigué. Oui. Ok. Maintenant, on nous a présenté même des FDLR qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans.
il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Parce que les enfants des autres. Ouais, les enfants qui sont nés FDLR. Non, quand même non. Mais pourquoi? Bon, peut-être la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que on a l'impression spontanément que le Rwanda est mieux écouté que la RDC? Vous voyez par exemple le chef d'État français quand il est arrivé ici, c'est à peine si nous on devrait se justifier. Il y a des a priori au niveau diplomatique, au niveau international, qui donnent un chèque en blanc spontanément au Rwanda. Ça veut dire que notre diplomatie bat quand même de l'aile. Non. Il y a un processus dans ça. Chaque avènement des choses. La France se sent coupable. La France veut effacer sa culpabilité par rapport au Rwanda. Par rapport au sa responsabilité dans le génocide. Eu égard à l'opération turquoise. Ouais. Vous voyez, ils veulent effacer ça. Mais c'est malvenu. Parce que c'est difficile, on n'efface pas ces choses-là. La France peut faire les yeux doux au Rwanda. Ça ne changera rien. Parce que l'histoire va rester l'histoire. Vous allez voir, la France est allée même à donner le secrétaire général de l'OIF à une ressortissante du Rwanda. D'un pays anglophone. Anglophone, par exemple. Vous voyez, tout ça, c'est pour faire les yeux doux, pour faire oublier tout ça. Mais nous n'allons pas être les dindons de la farce. Il ne faut pas qu'on nous prenne, nous, comme otages dans cette affaire-là, nous les Congolais. Non. La vérité triomphera toujours. Oui. Alors, on a senti dans le discours de la RDC que le chef de l'État est à l'offensive actuellement. Et les ministres des Affaires étrangères aussi ne se privent pas quand l'occasion se donne. De pointer du doigt le Rwanda en les citant nommément. Chaque fois que c'est possible. Qu'est-ce que ça veut dire en diplomatie? Est-ce que cela est utile? Très utile parce que nous avons franchi le cap de plus de 12 millions de morts. Lorsqu'il y a autant de morts, à un moment donné, l'homme doit utiliser les armes du moment. Et dans la diplomatie, on n'a pas dit que quelqu'un ne peut pas dire que le chat est un chat. Non. Ça dépend de quelle manière on le dit. Et le chef de l'État l'a dit tellement bien que personne d'autre ne pouvait le faire mieux que lui. Moi, je trouve. Le ministre des Affaires étrangères l'a redit. Au Conseil de sécurité, au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et dans beaucoup de forums, lorsqu'il a invité le corps diplomatique logé ici en RDC, le ministre des Affaires étrangères l'a dit avec beaucoup de sérieux. Donc c'est pas comme nous pouvons le penser, en disant voilà, seul le Rwanda ou le Rwandais ont des choses à dire, même des fois des choses qui frôlent des contre-vérités. Nous aussi nous pouvons faire, mais d'ailleurs nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes du côté de la vérité. nous sommes du côté de la vérité. Le Congo est au côté de la vérité parce que nous avons perdu beaucoup. Les gens nous envient, les gens convoitent nos terres, convoitent notre espace. Nous avons tellement de choses. Des fois, je me suis même demandé, mais pourquoi Dieu a fait ça? Bon, on ne veut pas rentrer dans ces débats, mais une question, parce qu'on est dans la diplomatie et la guerre. Oui. On a vu que la RDC, vous allez peut-être me corriger, a expulsé l'ambassadeur du Rwanda ici à Kinshasa. Et je crois que dans le même timing, l'ambassadeur de la RDC, en tout cas le patron de la mission diplomatique, je ne sais pas si à Kigali c'était un ambassadeur, est aussi revenu, a été rappelé. Qu'est-ce que ça veut dire en diplomatie? Bon, ce sont des mécanismes prévus d'avance dans la pratique diplomatique et dans le droit des relations diplomatiques. C'est-à-dire qu'on peut déclarer un diplomate indésirable et dans des termes que l'on connaît, on dit souvent persona non grata. C'est-à-dire que quelqu'un qui est indésirable. C'est prévu. Lorsqu'un État
trouve que le comportement de l'autre État l'effarouche. Pour exprimer son mécontentement, il peut déclarer un diplomate. Lorsqu'il prend un diplomate de haut rang, de super haut rang, par exemple un ambassadeur, ça montre le niveau du mécontentement. On peut aller en bas, on peut aller en dessous. C'est-à-dire que lorsqu'on le fait, on veut dire à l'autre État que je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Et immédiatement, dans le cadre de la réciprocité, qui est aussi prévue dans la diplomatie, l'État pour lequel l'agent diplomatique a été expulsé peut réciproquer, c'est-à-dire peut faire la même chose. C'était pour montrer aux Rwandais que nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents. Et surtout que l'ambassadeur en question s'était livré à quelques déclarations qui ont énervé un peu la partie congolaise. Et un ambassadeur est tenu à la réserve? Oui, est tenu à, comment dirais-je, est tenu au comportement et au discours diplomatique. C'est-à-dire le discours diplomatique n'est pas un discours brut. Mais il s'agissait de son pays quand même. Hein. Justement, mais son pays était un pays agresseur. Donc quand votre pays est agresseur, vous n'allez pas être arrogant quand même à ce point-là. L'arrogance, alors en ce moment-là, vous êtes en train de mettre peut-être le couteau dans la plaie et énerver encore de surcroît l'autre État. À ce qui me semble, les relations diplomatiques ne sont pas interrompues parce que l'ambassade, au moins, est l'ambassade qu'est-ce que j'allais dire, du Rwanda est encore bien en place ici. Et je crois que l'ambassade de la RDC est aussi là-bas. Il y a même du personnel. Oui, là vous parlez du bâtiment. Bon, écoutez, je parle du bâtiment. Je vais revenir sur notre ambassade là-bas. Oui. Quand on a expulsé, on a déclaré l'ambassadeur rwandais indésirable, automatiquement, notre chargé d'affaires qui était là-bas est rentré également. Parce qu'on n'avait pas d'ambassadeur en ce moment-là là-bas. C'est une maman, une dame, maman Kimpembe, qui était là-bas, qui est revenue. Alors, tout ça veut dire quoi? Veut dire qu'il y a des étapes, il y a des échelons dans les relations diplomatiques. Là, nous sommes en brouille, nous sommes en froid, mais les relations ne sont pas rompues. Il n'y a pas rupture des relations diplomatiques. Pour qu'il y ait fermeture des ambassades. Ça peut arriver aussi. Oui, ça peut arriver. Ça, c'est un niveau encore supérieur. C'est-à-dire que là, on déclare tout le personnel indésirable, personnel diplomatique. Tout le monde part et il y aura réciprocité. Mais les locaux restent. Et les locaux jouissent d'une protection spéciale, hein, des immunités spéciales. Pourquoi? Parce que dans la Convention, il est prévu que même en temps de guerre, vous ne pouvez pas accéder, entrer dans une ambassade. Et mais je me rappelle, ça c'est l'histoire, ouais. Les années 70, si je ne me trompe pas, ou début 80, l'ambassade des États-Unis en Iran avait été envahie par des étudiants, en fait, qui étaient des militants proches du régime. Des ayatollahs. Des ayatollahs. Oui, mais ça c'est normal parce que c'est la révolution. Nous ne sommes pas en temps normal. On ne respecte plus rien. Et c'est condamnable. Ce n'est pas parce que ça a été fait que c'est normal, c'est condamnable. La révolution, il n'y a pas de règles. Les gens ont des armes, ils tirent partout, ils prennent les gens en otage et tout ça. Et puis bon, c'est normal, c'est la révolution. Bon, c'est pas normal, mais c'est compréhensible parce que c'est la révolution. Et là, nous parlons en temps où il n'y a pas révolution. C'est deux États qui sont en face, qui se font la guerre, ou qui se boudent, ou qui sont en conflit armé. C'est différent d'une révolution qui est prise sur des fonds religieux, sur un fanatisme religieux. Ça, c'est différent. Alors, pour revenir au cas de la République démocratique du Congo, on a vu les chefs de l'État, on ne sait plus compter combien de sommets et de mini-sommets. On se perd un peu hein, dans la comptabilité, sommets, mini-sommets. Comment ça se prépare et à quoi est-ce que c'est utile? Bon, je vais d'abord faire la différenciation entre sommet et mini-sommet. Oui. C'est simplement un problème de poids. Il y a un aspect pondéral lié peut-être au nombre d'acteurs ou au nombre des gens qui vont soit participer ou décider du sort des événements. Alors, lorsqu'on dit sommet, c'est élargi à beaucoup de protagonistes
Par contre, mini-sommets ont réduit le nombre des gens pour peut-être garder une forme de particularité, une forme de secret, mais on réduit les gens pour peut-être beaucoup plus d'efficacité. Bon, le chef de l'État, parce que je vais peut-être précéder à une question, je ne sais pas si elle viendra, on dit il sort beaucoup tout ça là, non, il ne sort pas beaucoup. Oui, elle viendra. Non, il ne sort pas beaucoup. Je crois que pour un État qui a été dans les oubliettes de l'histoire du point de vue diplomatique, son président doit sortir beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui rigolent, qui rigolaient et de notre État. Hein. La RDC était la risée. Vous savez, la représentativité, par exemple, dans les organisations internationales, il y a d'autres pays qui prenaient nos places, hein, parce qu'on était toujours absents. Vous voyez, on dit, ah, la RDC, là, il ne viendra pas. Bon, ils viendront en retard. Ils ne viennent toujours pas. Lorsqu'on voit un chef d'État qui se lève, qui commence à faire un genre de périple comme ça, diplomatique, moi je dis bravo. C'est pas assez, hein. C'est pas assez. Et puis le résultat, les gens... budgétivore. Non, c'est pas budgétivore par rapport à quoi? Par rapport aux besoins du Congolais. Besoins du Congolais. Servir pour acheter à manger. Ah bon, hein, à manger. Et lorsqu'on achète cet à manger là, on va donner aux gens dans leur parcelle. Non, arrêtez ça. Et chacun doit travailler pour avoir le manger. Ce n'est pas l'État qui va vous donner le manger aux gens. C'est quel genre d'État ça? Les gens travaillent, ils ont un boulot, ils ont un salaire. Et puis ils vont avoir le manger. L'État ne donne pas à manger aux gens. Comme on donne la bouffe tout le temps pour les fêtes de Noël et bonne année, ce n'est pas une bonne chose. Alors, venons-en. Vous disiez que ça vaut la peine que le chef de l'État fasse ses périples parce que les pays n'étaient pas suffisamment représentés à des rencontres au niveau international et même parfois au sommet. Oui, le pays n'était pas représenté, pas assez. On faisait ce qu'on pouvait, mais ce n'était pas efficace. C'était pas efficace et je trouve que le président de la République, aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, les gens disent toujours RDC, come back. Come back. RDC, c'est le retour de la RDC. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on voit le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, être présent là où ils étaient absents. Alors, sommet et mini-sommet, c'est la différence, vous étiez en train d'expliquer, mais on aurait aussi aimé savoir si ça sert à quoi tout ça. Mais les sommets, quand on dit sommet, on fait surtout allusion... pour ce qui concerne cette situation de sécurité ou d'insécurité dans l'Est. Oui, quand on dit sommet, saturé. Très souvent, sommet fait référence au chef d'État. Oui. Quand vous entendez sommet, dans toute organisation internationale, quand on dit sommet des chefs d'État. Et conférence des ministres. Réunion des experts. C'est comme ça. Il y a des termes comme ça. Quand on dit sommet, c'est souvent les chefs d'État. Mais maintenant, lorsqu'on dit mini-sommet, on choisit ces chefs d'État en fonction des objectifs qu'on poursuit ou en fonction de préalables qu'on voudrait mettre en branle. Donc, c'est qu'on dit mini-sommet. Par exemple, je donne un exemple. On dit sommet des chefs d'État de l'Afrique. On dit on ne va pas mettre tout le monde, on va mettre des gens, par exemple, qui parlent la même langue. Mini-sommet des chefs d'État qui parlent l'anglais. Ce sont des exemples que je donne. Hein. Donc ça c'est mini. Tu vois, c'est un mini-sommet. Hein. Mini-sommet avec une thématique donnée. Une thématique, par exemple, mini-sommet des chefs d'État qui vont faire la médiation entre un pays et un autre qui sont en conflit. Alors, c'est des détails parfois qu'on aurait aimé savoir. Quand on est dans une rencontre entre chefs d'État qui font un huis clos, comment ça se passe entre si d'aventure ils ne parlent pas la même langue? Comment ça se passe? Bon, avec l'arrivée de la technologie, il y a des traducteurs automatiques. La traduction automatique par des machines qui peuvent le faire. Comme aussi il peut y avoir des traducteurs, des interprètes visibles qui peuvent aussi intervenir. Alors, lorsqu'on dit le huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas témoin. Tout à l'heure, vous avez parlé de huis clos. Oui, il n'y a pas témoin. Justement. Deux chefs d'État vont se parler franchement. Et ils en ont besoin parfois? Oui, parce que des fois, c'est chaud.
Des fois, c'est chaud. J'espère qu'ils ne vont pas se bousculer. Non, 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 des fois, c'est chaud. D'ailleurs, vous avez remarqué en Russie, il y a eu un huis clos entre Vladimir Poutine et le président qui était avant Macron, le président français. Hollande. Ouais, un autre, c'était Hollande. Sarkozy. Je me rappelle Sarkozy. Ouais. Ah, mais c'était chaud. Hein. C'était chaud, c'était chaud. Et on a vu le président Sarkozy avant parce que quand vous quittez le huis clos, vous allez maintenant, vous allez vous adresser à la presse, vous allez, comment faire, comment on appelle ça encore La conférence de presse. Oui, vous allez faire la conférence de presse, voilà. Alors, on a remarqué le visage de Sarkozy, il n'était pas à l'aise. Il était comme troublé, parce que certainement, ils se sont dit des choses dures, tellement dures que... Voilà, donc le huis clos sert à se dire des vérités, en fait, hein, pour ne pas trop caricaturer. Le huis clos, c'est pour se dire des vérités en face, sans témoin, entre chefs d'État. Et à propos de vérité en face, on a eu l'impression que le Rwanda n'a pas beaucoup aimé les derniers mini-sommets qui s'est tenus. Ils sont allés se plaindre à l'Union africaine parce que la RDC n'aurait pas accepté leur présence. C'est pas normal. Non, je crois que ça doit être lié à la composition de la force. Je crois que ça devait être lié à ça. Que la RDC avait dit que le Rwanda ne devait pas faire partie parce que le Rwanda était un pays agresseur. Je crois que ça doit être lié à ça. Et que la RDC était venue donner ses explications ou donner sa version des faits. Alors, il n'était pas question que le Rwanda soit là. Oui, évidemment. Évidemment. Alors, on tend vers la fin de cette émission. Bon, c'est... Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, les affaires étrangères sont beaucoup mieux tenues? Et pour quelle raison? Oui, bon, il faut aussi mettre... J'imagine que vous allez dire oui. Ouais, il faut mettre ça aussi dans le contexte. Hein. Oui. Vous savez, avant que ce gouvernement soit là, il y avait un gouvernement de coalition qui était un gouvernement dont les acteurs s'est neutralisés. C'est-à-dire que vous êtes dans un même gouvernement, mais vous êtes des FCC, moi je suis des cash. Quand je posais une action, vous, les cash, vous m'empêchez de le faire. Bon, nous n'avons jamais compris pourquoi. Parce que quand les gens sont dans un gouvernement, ils doivent regarder dans la même direction. Alors maintenant, il y a eu quand même, comment dirais-je, l'avenue des conditions que l'on peut considérer des conditions positives. Les affaires étrangères vont bien actuellement. Je vais vous donner un exemple. Pendant FCC Cash, on ne pouvait pas faire ce que les VPM fait maintenant. Bon, c'est vrai, on lui tire le chapeau bas, mais pendant FCC Cash, on allait le neutraliser aussi. Mais au-delà de ça, on lui donne 10, donc je peux dire 9 sur 10, hein, pour ce qu'il fait. Parce que nous avons maintenant, nous sommes retournés à la pratique, à la vraie pratique liée à la rotation des diplomates. Lorsqu'on rappelle les diplomates, on envoie des diplomates, on rappelle les autres. Et on leur paye leur argent. Ça fait 40 ans que ces choses-là ne se sont plus faites. Hein. Vous voyez, c'est avec Christophe Lutundu La Pénéapala. Il y a eu maintenant dotation des véhicules. Mais on n'a jamais vu ça. Au niveau des représentations diplomatiques? Oui, au niveau des ambassades. Mmh. Des ambassades, des ambassadeurs ont reçu des véhicules pimpant neufs. On va mettre ça sur le compte de l'actuelle équipe. Du chef de l'État, bien sûr, mais il était son ministre des Affaires étrangères. Les salaires ne souffrent plus de beaucoup de retard. On ne souffre plus de retard. Les salaires sont payés. Les frais de fonctionnement également. Donc il y a une réduction d'entraves, réduction de fâcherie qui amène à ce qu'on dise que ça va bien. Je donne un autre exemple. Oui, on va terminer. Lorsque le ministre des Affaires étrangères fait l'itinérance diplomatique, lorsqu'il va dans des missions diplomatiques,
il a dû remarquer que nous avons un petit problème, un déficit lié à l'immobilier. Et là, je vous dis, il y a des plans et des projets qui se concoctent. Maintenant, pour racheter des maisons, des immeubles qui ont été vendus, hein, d'autres vendus par nos compatriotes, vous voyez, ce sont des choses qui ne se faisaient pas avant. Lui, il le fait. Il est là. Oui. Il a l'écoute des bonnes idées. Il est à l'écoute des gens qui peuvent lui parler. Il a fait avec les syndicalistes. Il s'est battu pour la mécanisation. Il se bat encore parce qu'il n'a pas encore obtenu gain de cause pour la mécanisation des nouvelles unités. Vous voyez? Alors donc, je dirais que ça va bien. Si on lui donne encore le temps et encore des possibilités, je crois que ça ira encore et encore et encore mieux. Voilà, on va arrêter par là. Pierre Kachadile Bokassa, ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Cameroun. Nous allons vous souhaiter quand même bon mandat pour votre nouveau poste. Merci beaucoup et gloire à Dieu, parce que je suis croyant, gloire à Dieu, j'ai dit que Dieu va me protéger, comme il m'a toujours protégé jusqu'ici. Merci aussi à vous qui nous suivez de partout. Au revoir et à bientôt.